attendez, je vais chercher, je viens de les voir. Je me fiche pour prendre note de ce qu'on parle, comme ça je ne me perds pas. Alors, dites-moi. Alors, nous sommes un couple avec 2 enfants. 2 enfants. Vous êtes mariés? Non, on est pacsés. Pacsés, donc ici ça sert à rien, d'accord? Oui, c'est ce qu'on nous a dit. 2 enfants, ok. Voilà, 7 et 10 ans. D'accord. 6 et 10. Ouais, d'accord. D'accord, pour l'instant vous êtes encore non-résident. Non-résident, on est venu pour faire des travaux, pour, pour vous organiser. pour vous rencontrer, voilà, pour tout ce qui est administratif, parce qu'il faut inscrire les enfants, il faut que je déclare une activité ici, parce qu'on m'a dit que voilà, si tu veux la sécu, il faut déclarer une activité. Ah oui, sinon ici vous n'avez rien du tout. Voilà, voilà. Okay. Soit on a beaucoup de pognon, ou soit on a une activité. Il y a plein de choses qui ne plaisaient pas dans la gestion du Covid en France. On a pris la décision. On savait qu'on voulait partir un jour ou l'autre. Et en fait, ça a été le catalyseur. Et donc, on a pris la décision de partir il y a 1 an et demi. Donc, on est venu, on a visité les maisons, etc. On a acheté, on a vendu tout ce qu'on avait en fait. Tout ce qu'on avait. Et on a acheté la maison. Vous allez faire ici la même chose. Donc, alors, ce sera peut-être de réinvestir ici. Oui, ça c'est sûr qu'on va réinvestir. Et donc là, ce qui va faire qu'on va partir plus ou moins vite, c'est la vente de notre résidence principale, parce qu'on a notre résidence principale à Toulouse, qu'on a déjà mis en vente, et on espère que la vente se fera courant juillet, pour qu'on puisse avoir... Alors, voilà. On va dire que globalement, mon conseil, ce serait de dire ne pas devenir résident ici tant que vous n'avez pas vendu votre résidence principale. D'accord. Okay. Parce que quand on devient résident dans un pays, on doit payer pour tous ses revenus mondiaux dans ce pays. D'accord. Donc vous devriez payer même en théorie sur la vente de la maison en France. En France, vous payeriez comme non-résident, parce que ça serait votre 2e résidence. Et ici, vous payerez pour être votre résidence. D'accord. Vous payerez 2 fois. Oui, vous payerez 2 fois. Enfin, on mettra en déduction ce que vous aurez payé dans l'autre pays. Mais bon, ça vous coûterait plus cher. D'accord. Donc, le mieux, c'est que vous profitez de tout 2023, puisque comme 2023, vous êtes considéré non-résident, oui ou oui. On va profiter de tout 2023 pour essayer de vendre votre maison. Même si vous arriviez ici en juillet ou il faudrait vraiment que vous la vendiez avant décembre. D'accord, oui, il faut la vendre avant décembre. Ok. Nous, le problème, c'est qu'il faut qu'on soit là pour cet été. Pour inscrire les enfants. Pour l'école, oui, pour les inscrire. Mais les inscriptions, même, ça se fait, je crois que ça se fait avant. Moi, vous avez regardé, vous allez les mettre. Qui a apparemment une très bonne école. Et eux, ils nous ont dit, il faut qu'on se voit pour savoir comment ça fonctionne. Vous n'aurez pas de problème à rentrer. Voilà, donc apparemment, ça passerait plus facilement dans le privé que dans le public, sauf que c'est compliqué avec la barrière. Moi, je parle un petit peu espagnol, mais je ne suis pas bilingue, donc c'est un peu compliqué la barrière de la langue. Tout fonctionne avec WhatsApp, donc voilà. Donc du coup, il faut qu'on soit là, c'est sûr. Je pense qu'on sera obligé de revenir au mois d'avril, mai. Oui, je pense qu'au mois de mai, ça doit être les inscriptions. Voilà. Ça serait bien de revenir en mai. Voilà. Mai, donc on va probablement profiter des vacances scolaires pour revenir, pour faire les inscriptions des enfants. Mais en même temps, on nous dit que pour inscrire des enfants, il faut avoir le padron. Le padron et le NIE. Voilà. Donc le NIE, on l'a depuis un moment. Mais par contre, le padron, je vous dirais d'éviter de le faire jusqu'au mois de juillet. Justement, pour ne pas avoir des preuves que vous étiez avant. D'accord. D'accord, ok. D'accord. Enfin, jouer à l'idiot un petit peu jusqu'au mois de juillet, quoi. Oui. Avec le padron. D'accord. Vous dites qu'il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous, il y a des difficultés à avoir des rendez-vous. Donc quand vous allez pour l'école, non, on n'arrive pas à avoir les rendez-vous et tout ça. Mais je peux vous amener l'acte de la maison, que j'habite ici. D'accord, ok. Normalement, ils nous prennent les enfants. Oui, ils vont vous les prendre de toute façon. Après, peut-être qu'au début, vous allez devoir le mettre dans le public justement parce qu'il y a ce problème. Peut-être qu'après, à la longue, il y aura de la place dans le privé. À l'envers. Le contraire, oui. Ouais, mais bon, Mélissa préfère. Moi, ça m'angoisse l'école. Parce que les enfants, de toute façon, vous affolez pas. L'âge qu'ils ont vos gosses, dans 2 mois, 3 mois, ils parlent espagnol mieux que vous. Je l'entends. Mais non. Mais oui. En plus, par exemple, je peux vous dire que dans le public, normalement, ils aident mieux les enfants pour les intégrer. Des fois mieux que dans le privé, d'accord. Par exemple, je vous dirais le lycée français, oubliez quoi. Enfin, si vous voulez le mettre, mais bon. Non, c'était pas le but. Ça coûte une fortune, c'est loin de Matola, enfin oubliez quoi. Donc, essayez de faire facile. Au moins, les gamins, ils auront une richesse, ils parleront français et espagnol, et dans leur vie plus tard, ça leur servira plus que n'importe quoi d'autre. Même si c'est du public, on s'en fout quoi. Enfin, je veux dire, ceux qui ont été au public en Espagne, ils ne sont pas plus cons que les autres quoi. Donc, ils trouvent du travail pareil que les autres ou pas. Donc, c'est la même chose. Enfin, c'est très joli les histoires du privé. Mon fils, il a été au lycée français, mais il n'a pas fini justement ses études parce qu'il était au lycée français. Il a eu horreur de ça. Ils l'ont fait prendre en grippe, parce qu'il y a un niveau qui est trop. Il massacre les enfants. Il les massacre. D'accord, ok. Tous les enfants ne sont pas studieux et tous les enfants ne sont pas faits pour bien sûr. On le voit avec notre fille.
Donc, ouais, voilà. Dans l'école espagnole, ils vont être en général mieux parce qu'ils vont avoir des horaires moins intenses. D'accord. Okay. Normalement, ils travaillent que le matin ou des trucs comme ça. D'accord. Voilà. Et donc, ça leur permet aussi de faire une vie d'enfant. Ouais. De s'adapter aussi. D'accord. De s'adapter. Et puis, et vous inquiétez pas pour leur adaptation. Je veux dire, ils ne vont pas avoir de problème du tout. Non, pas du tout. Enfin, et surtout, ne leur montrez pas à votre enfant votre inquiétude. Je leur dis pas. Et puis, vous oubliez la télévision en français à la maison et tout ça. La mettez pas. Vous l'avez déjà mis? On regarde pas la télé. Non. Si vous mettez la télé, la mettez pas en français. Enfin, ne faites pas d'un système. Non, on regarde pas la télé à la maison. On a juste le Netflix. Le Netflix, c'est en français. Ouais, ben vous le mettez en espagnol. Vous racontez le baratin à vos enfants qu'en espagnol, c'est que ça marche pas. Et vous mettez les sous-titres. Parce que comme ça, ils apprendront. Enfin, ils vont apprendre très vite avec ça. Ok. Bon, ça, c'est la première fois qu'on me le dit. Non, mais c'est fondamental. Enfin, les gens qui rentrent et qui mettent tout en français, les enfants, ils progressent pas pareil. D'accord. Avec vous, ils vont continuer à parler français. Donc. Oui. Après, forcément, ils vont forcément apprendre. Enfin, même si moi, je ne sais pas parler espagnol, en étant à l'école... oui, puis après, je sais pas, en été, vous pouvez en profiter si vous venez en juillet pour les faire faire des petites colonies dans la journée, des activités à gauche ou à droite, je sais pas moi, aller faire naviguer au port à Santa Pola. Oui, non, mais j'ai pas de doute. Hein, j'ai des angoisses, mais de maman, hein, parce que c'est normal. Mais voilà, il faut que tout se mette en place. Donc, évitez de faire le padron pour qu'on puisse attendre pour être officiellement résident en Espagne, que vous ayez vendu votre maison en France. Ça serait quand même chouette. Ok, d'accord. Alors, en France, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value sur la résidence principale. Ben oui, ici non plus. Sauf que... Le fait que ce soit des revenus qui rentrent. Oui, mais sauf que si vous deveniez résident ici, celle de France, elle passerait de votre résidence secondaire. Et oui. On nous a dit qu'on avait 1 an. Dans nos notaire nous a dit qu'on a 1 an. Bon, si vous dites ça, on va y croire. C'est ce que nous avez dit. Oui, c'est possible. Vous avez dit qu'on a 1 an. Par contre, si on la met en location, c'est fini. C'est pas considéré comme résidence principale. Donc c'était par rapport à... Après, je suis vraiment... Avec un an, c'est bon, mais bon, évitez de faire le padron de toute façon, parce que sinon l'Espagne va vous considérer pour 2023 résident. D'accord. Si on gagne un an, c'est ça. Alors, est-ce que ça pose un problème, puisqu'on a fait faire un devis pour faire l'immatriculation de la voiture espagnole quand on sera là-bas, quand on sera ici? C'est pas grave ça. On peut le faire. Nous aussi, on peut vous immatriculer les voitures. Sachez qu'on est gestoria, donc nous, on est habilité à immatriculer. D'accord. Donc, mon conseil, c'est si vous avez un devis, très bien. Si vous voulez, vous m'envoyez les documents et je vous donne un deuxième devis. Ok. D'accord. Les honoraires sont libres. D'accord. Mais il y a un truc qui est important ici, c'est il y a un impôt qui se paye qui est en fonction de l'émission du dioxyde de carbone. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle nous a donné 2 tarifs avec le fait qu'on ait le padron ou sans le padron. Voilà. Parce que nous, on a 137 grammes de CO2. Oui, donc vous payez ça doit être 4,75 ou 9%, je ne sais plus de l'émission. Donc, en fonction de ça, si vous voulez vous l'envoyer, je vous donne mon devis. Si je suis plus cher, vous me le dites ou pas. Enfin, c'est juste pour savoir. Ça m'intéresse aussi de savoir comment je suis par rapport au marché. Mais bon, l'important, c'est si on arrive à le faire dans les délais suivant votre arrivée, alors on peut se bénéficier d'une exonération de cet impôt. D'accord, c'est ce que vous voulez dire par là, d'accord. Donc, dans ce cas-là, moi, j'attendrai pour immatriculer la voiture que vous soyez ici. Enfin, à partir de juillet, on va dire. D'accord. Il n'y a pas de... On n'est pas obligé de se presser pour l'immatriculer la voiture? Pour l'instant, non, parce que pour l'instant, vous êtes non-résident. D'accord, ok. D'accord. Vous risquez rien. Par contre, non, vous risquez rien. Tant que vous êtes non-résident. C'est-à-dire, en théorie, le problème, c'est surtout les assurances. D'accord. Votre assurance française vous couvre ici, maximum 90 jours. À la suite. D'accord. Parce que vous êtes touriste. Comme touriste, vous avez le droit d'être à l'étranger que 90 jours. Plus, sinon, ça peut poser problème avec les assurances. D'accord. Alors, il y a plein de gens qui sont là depuis des années avec leur plaque française. Tant qu'il ne se passe rien, tout va bien. Le jour où ils ont un problème grave d'un truc de responsabilité civile, ils vont être dans la merde. D'accord. Donc, ça, c'est important. Qu'est-ce qui se passe? On va d'abord devoir faire, quand vous viendrez, il faudra qu'on s'occupe de faire la carte verte. La carte verte qui est la carte de résidence. D'accord, ok. Et c'est un peu le poisson, alors ça s'appelle le CUE, certificat de l'Union Européenne. Pour faire la carte verte, il va falloir qu'avant qu'on ait le padron, qui est l'inscription à la mairie. D'accord. Et entre le padron et là j'ai 2 mois pour vous immatriculer la voiture. D'accord, ok. D'accord. Et dans ce cas-là, je peux bénéficier d'une exonération. Donc moi, je vais vous donner le devis avec l'impôt, pour si des fois on n'arrive pas à faire dans les délais parce qu'il y a un problème, parce que vous avez dû faire le padron avant à cause des gosses et puis vous arrivez plus tard. Enfin, bon, ça peut arriver. Et je vais vous donner dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, si on arrive à avoir l'exonération. D'accord. Souvent, pour avoir l'exonération, le problème que j'ai, c'est que les gens, ils ont fait le padron et après, on ne donne plus l'exonération parce que les impôts, ils appuient sur le bouton. Ah, mais non, ce monsieur, il est là depuis tant.
on peut plus le faire. Ok. C'est pour ça que c'est important de faire les choses à peu près dans l'ordre. C'est un peu le poisson qui se mord la queue pour beaucoup de choses. Et juste à titre informatif, rouler avec une voiture plaque française alors qu'on vient d'Espagne, c'est soumis à des amendes. Oui. Oui, en fait, ça pourrait être soumis à des amendes, d'accord. L'amende, c'est à peu près dans les 300 ou 400 euros. Pour des expériences de clients que j'ai eues, parce que les gens ils sont souvent en tête de l'art, et puis bon, il y a plein de gens qui continuent à rouler avec des voitures en plaque française, tout ça. La police locale adore gauler les mamans à la sortie des écoles. C'est le truc typique, d'accord. Parce que comme vous allez tous les jours là, forcément si le gamin est scolarisé, ça veut dire que vous êtes résident. Donc normalement vous ne devez pas avoir une plaque française, c'est pas logique. Donc ils avaient pris le coup, surtout à Villarroyosa et Altea, il y a une période où ils avaient fait ça, ils avaient trouvé le filon, et ils allaient gauler toutes les mamans à la sortie de l'école. Ils collaient une amende. Mais ils ont même le droit de saisir la voiture au bout d'un moment. Et elle part directement aux douanes. Et après, pour la sortir, c'est le bordel, parce qu'il faut aller passer une inspection technique. Mais comme elle n'a plus le droit de rouler, il faut prendre une grue. Donc, si vous mettez dans un truc qui coûte très cher. D'accord. Bon, donc ça, c'est important de le faire bien, mais on a le temps. On a le temps. D'accord. Parce que je veux dire, c'est pas parce que vous venez en juillet, on va pas voir la carte verte ni le padron peut-être en juillet, on le fera peut-être au mois de septembre. Donc, on se donnera ce délai-là, d'accord. Mais on sera synchronisé pour faire les choses dans les délais pour que ça se coûte le moins cher possible. D'accord. Autre question, donc du coup, pendant cette période-là, un petit peu flottante, on peut continuer à utiliser notre carte européenne de sécurité sociale française si on doit amener les enfants en consultation. Quand vous venez en vacances ou là maintenant, vous allez tranquillement voir avec la carte européenne, il n'y a pas de souci. Une fois que vous serez là, alors il faudra faire tout ce qu'il faut. Donc travailler, vous n'aurez pas le choix parce qu'à votre âge, vous n'êtes pas à l'âge de la retraite. Le seul problème qu'on va avoir, c'est que si vous n'êtes pas mariés, il faudra que vous travaillez tous les deux, ou elle n'aura pas, elle sera pas votre ayant droit, d'accord. Vous pourrez prendre des enfants, tous les deux enfants sont à vous aussi. C'est nos deux enfants. Oui. À tous les deux. Donc dans ce cas-là, les deux enfants, vous pourrez les mettre sous. Si par exemple vous inscrivez votre activité, on pourra mettre les enfants à votre nom. Il n'y a pas de problème. Ils seront couverts. Mais elle va se retrouver en terrain nulle part. D'accord. Donc où on te crée une activité, tu t'inventes une activité pour faire quelque chose. On ne peut pas aller travailler en tant qu'aide-soignante ici, c'est pas le but. Ou tu te maries avec moi. Ou tu te maries, voilà. En étant marié, tu as le droit d'être son ayant droit. D'accord. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une solution. C'est une possibilité. Enfin, comme je dis, il ne faut pas non plus se marier à cause de ça. Après, tu as d'autres alternatives, puisque tu es encore jeune. Bon, de toute façon, je ne sais pas ton idée, si tu as l'idée de travailler, de faire quelque chose avec le temps ou pas. Nous, on voulait investir, on voulait petit à petit recommencer ce qu'on avait fait à Toulouse, investir dans des appartements, les mettre en location, gérer la location. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, tant que c'est pas beaucoup d'appartements, tant que c'est moins de 5, tu peux le faire en nom propre, on va dire. D'accord. Mais si toi, tu as besoin d'une cotisation, parce que tu es jeune encore, et tu as besoin de cotiser pour ta retraite quand même, alors peut-être ce qu'on peut proposer, c'est de le créer comme une activité. Ou bien peut-être voir de monter une société pour mettre ces appartements en gestion. Comme l'équivalent d'une SCI, ça n'existe pas. D'accord. Ça coûte des frais de constitution, ça coûte des frais de comptabilité. Ça pourrait être une possibilité. Ou bien, en fait, parce que l'intérêt de toi, ça serait aussi que tu sois autonome. Parce que je vais t'expliquer, quand on va faire la demande de COE, la police, elle veut bien que vous soyez résident, mais ils vont vous demander deux choses. D'avoir des sous et d'avoir la santé couverte. D'accord. Pour avoir des sous, la solution c'est où tu travailles et on te crée une activité, donc avec ça je justifie, donc c'est ou bien une activité, ou bien des sous sur le compte. Il faut combien sur le compte? Il faut à peu près par personne, je vais te dire dans les 8 000 euros. Comme tu as des enfants, ça serait un peu plus. Il faut que tu mettes un solde. Mais ils veulent voir que ce solde est là pendant plus de 3-4 mois. Donc mon conseil c'est... Par exemple, si vous avez l'idée de venir vers le mois de juillet pour qu'on fasse le coup et tout ça, vers le mois de mai, vous commencez à mettre de l'argent sur le compte bancaire pour qu'il y ait un compte bancaire permanent. Français ou espagnol? Espagnol, sur compte espagnol. Parce que nous, l'argent, on a l'argent, mais c'est sur le compte français. D'accord. Donc il faut le transférer là-bas. Voilà, mais vous pouvez le faire vers le mois de mai, par là. Tu vois, il faut... Parce que quand on va aller faire le coué, la police, elle va te demander de voir que tu as des sous et elle va voir, je vous tutoie ensuite. Ils vont vouloir voir que vous avez un solde permanent à peu près de quoi vivre. En fait, ils veulent pas que vous soyez une emmerde pour l'Espagne. Ils veulent bien que vous venez, mais vous ne soyez pas une emmerde, d'accord? Donc, parce qu'il n'y a pas d'aide ici. Donc, ils vont vous demander ou bien d'avoir une activité, ou bien d'avoir des sous. Et pour la santé, ils vont vous demander ou bien si tu as une activité, tu cotises, donc c'est cotisé. D'accord. Ou bien ils vont vous demander d'avoir une assurance privée. D'accord. Dans tous les cas, l'assurance privée, si vous pouvez vous le permettre, c'est recommandable. D'accord, surtout avec des gosses.
et vous êtes jeune, ça ne va pas vous coûter une fortune non plus. D'accord. C'est recommandable, mais c'est un plus. L'assurance privée, c'est pas comme les mutuelles en France. C'est parce que la mutuelle en France, elle est complémentaire du système public, d'accord? Ici, c'est substitutif, c'est-à-dire que vous avez le droit d'aller ou dans le privé ou dans le public. L'assurance privée, ça peut être une solution pour moi? En attendant, oui. D'accord, ok. Ça peut être une solution pour toi, et ça doit l'être, parce que pour l'instant, tu n'en as pas d'autre. D'accord. La seule chose que tu vas se passer, c'est que les médicaments ne sont pas couverts. C'est-à-dire, si demain, tu es très malade, tu as une grave maladie, tu vas t'emmerder parce que les médicaments qui vaut 3 000 € par mois, tu vas pouvoir te les payer. Oui. D'accord? Okay. Parce que les assurances privées ne couvrent pas les médicaments. Elles te couvrent quand tu es au milieu hospitalier. Quand tu as une intervention, là, tu es pris en charge. D'accord, ok. Mais quand tu sors de là, tu dois prendre ton antibiotique, il faut que tu te le payes. Ok. C'est l'inconvénient de le privé. D'accord. Okay. D'accord? C'est pour ça que je dis aux gens, c'est bien d'avoir les deux. Après, le privé, c'est mieux que le public, dans le sens où il n'y a pas de liste d'attente pareillement, parce qu'il y a une facture. Donc, et puis après, tu es hospitalisé, tu as un lit pour le compagnon, c'est tout un plus. Enfin, si tu as vu l'IMED à Elche, vous n'habitez pas passé à l'IMED? Non. Bon, il y a un super hôpital à Torrellano, pas loin d'où vous êtes, qui s'appelle l'IMED. C'est à Torrellano, c'est un polygone industriel où tu peux acheter des chaussures pas chères. Ah. Et c'est une méga clinique, c'est top la classe, c'est tout neuf. Et c'est privé ou public ça? C'est privé. Ah oui, d'accord. Alors nous on a fait un devis, j'ai pas accès à internet là, d'une assurance privée. Et en fait on l'avait pris parce que moi je porte des verres. Ouais. Donc moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire en France pour avoir des verres, etc., etc. Les dents on a fait pareil, mais on nous avait dit qu'ici même la sécurité sociale française, espagnole ne remboursait ni les dents. Vous ne faites pas un fromage avec ça. Tous les Français sont obsédés avec l'histoire des lunettes et des dents. D'accord. Le dentiste ici est moins cher qu'en France déjà. Parce qu'en France, le dentiste, vous êtes remboursé, mais après, il y en a une partie qui est pour votre pomme, ou sinon vous êtes en train de payer. Une complémentaire pour complémenter ce que ne paye pas la Sécu. Donc finalement, ça vous coûte une fortune, l'air de rien, mais vous ne le voyez pas parce que vous avez l'habitude de payer dessus. Il faut faire un implant, ça nous coûte les yeux de la tête. Voilà. Ici, un implant, t'en as pour 1 000 €. D'accord? Donc, enfin 1200 dans le pire des cas. Un implant. D'accord? C'est pas ce que vous payez. Donc, il faut penser aussi d'une autre façon. Enfin, je veux dire, pensez faire de l'auto-assurance. Enfin, je veux dire, tu sais le nombre de dents que tu as dans ta bouche, tu sais le maximum que ça peut te coûter dans ta vie, donc c'est vite plié. Oui, je veux dire. De côté. Ça sert à rien de payer des trucs qui valent une fortune. Enfin, toutes les assurances moi je travaille avec DKV, c'est la Rolls-Royce des assurances santé. D'accord? Il y a 2 bonnes assurances, c'est DKV, Mapfre, le reste, c'est ce que tu vois en publicité, beaucoup de marketing, beaucoup de machin, mais c'est un petit peu moins cher. Mais bon, en plus, quand ils te vendent des trucs, ils vendent des prix d'accroche qui sont intéressants, mais ils ne te vendent pas le produit le mieux. Les assurances, c'est comme tout, tu peux faire des assurances pas chères ou des assurances très chères. Ça dépend ce que ça couvre. Ça dépend ce que ça couvre. Il faut savoir ce que tu achètes. Voilà, point de barre. D'accord? Donc, par exemple, moi, ce que je dis toujours, je te dis, les dents, les implants, c'est ça. Les Français, ils viennent se faire soigner. Il y a tellement de cliniques ici parce que les étrangers viennent se faire soigner en Espagne parce que c'est moins cher. Donc, enfin, je sais pas, pour 400 €, tu t'offres une paire de lunettes graduées, enfin, sans problème. Moi, j'ai payé combien? Ma mère a payé 500 avec la mutuelle. Ouais, il y a un sort de truc low cost et un truc low cost à Toulouse. Moi, j'ai payé 300 balles. Enfin, en plus, tu changes tous les 2 ans, 3 ans. Tu vois, enfin, je veux dire, encore, voilà. Donc, je veux dire, il ne faut pas s'obséder avec ça. Parce que tu cherches des prix plusieurs, tu demandes des budgets. En plus, ici, les opticiens, ils ont l'obligation d'avoir un optométricien. C'est eux-mêmes qui font la mesure de l'œil. Enfin, après, tu peux aller. Moi, ce que je fais, c'est quand je vais dans ma privée, je faisais mesurer mes yeux, et après, j'allais chez l'opticien et je confirmais que c'était la même chose. Tu vois. Mais je veux dire, voilà, après, tu payes le verre, évidemment, et la monture, c'est dans une chère ou une pas chère. D'accord. Mais il ne faut pas se faire un fromage là-dessus, c'est pas si cher que ça. Donc, plus se focaliser sur le fait d'avoir une assurance privée. C'est plus important que demain, tu as une opération du genou, tu n'as pas envie d'être emmerdé pendant 6 mois pour t'opérer, tu as une privée, tu vas t'opérer, dans 15 jours, tu opères ton doigt. D'accord. Tu vois, tu n'as pas envie de rester boiteux. Pour nous 4, ce serait l'idéal. C'est l'idéal. Les enfants, ils ne coûtent pas cher parce que les enfants, ils sont jeunes. Parce que c'est comme toutes les assurances en fonction de l'âge. D'accord. Je vais te donner un devis de toute façon. Ce qui me permettrait, moi, d'être ici, sans travailler pour l'instant. Et au moins d'avoir un minimum couvert. Et d'être un minimum. Et en plus, ça va être indispensable de le faire, sinon ils ne vont pas te donner la carte verte. Le permis de résidence, tu l'auras pas. D'accord. Et le problème, tu vas avoir besoin du permis de résidence puisque tes enfants sont scolarisés et les enfants doivent avoir un permis de résidence puisqu'ils sont scolarisés.
D'accord. Ok. Mais au moins, t'as pas le cul à l'air complètement. Oui. On va dire. Là, il faudrait que vous m'ameniez l'acte d'achat, vous l'envoyez par email. Je relirai, je confirmerai que c'est comme vous m'avez dit. Et je vous dis, oui, effectivement, ceux qui ont l'usufruit, ils auront 50-50, mettons. Et donc, il faut qu'on fasse la déclaration à leur nom à eux. Oui. D'accord. Parce que ça, c'est important. Alors, comme vous avez acheté en mai 2022, il n'y a pas de souci, on est dans les délais. Oui. On a tout 2023 pour faire la déclaration de papa-maman. Mais il faudra la faire pour être cohérent. Oui. Et puis continuer. Parce que même si vous devenez résident, eux, ils continuent à être non-résidents. Tout à fait. Oui, parce pendant au moins 2 ans. Qu'à la retraite. D'accord. Donc, il faut faire des allers-retours, mais ils ne viennent s'installer officiellement. D'accord. Donc, en attendant, il faut faire semblant d'être gentil et faire les choses bien. On continue à faire la déclaration de non-résidents pour la maison. Ça ne nous empêche pas d'y habiter. Du coup, théoriquement, vous serez censé payer un loyer, mais bon, ça, on va jouer à l'idiot pour l'instant. Vous êtes logé bénévolement chez papa-maman. Ok, d'accord. On a une adresse. Oui, parce que l'adresse, on a les factures d'électricité arrivent à mon nom. Oui, c'est bien ça. L'eau arrive à mon nom, tout arrive à mon nom. Alors, demain, les impôts peuvent dire, de toute façon, comme ça serait dans ce cas-là votre résidence habituelle, vous n'allez pas payer non plus pour elle. D'accord. Donc, eux, par exemple, comme non-résidents, qui continuent à payer l'impôt de non-résident. Ok. Ça sera à faire décembre 2023, du coup. D'accord. Ok. Donc, ça, c'est un point qu'il faudrait qu'on mette à jour. Je vous enverrai pour voir où on est. D'accord. Pour faire donc, pour le coué, vous avez clair ce qu'il faut. Il faut des sous sur le compte bancaire, que si vous les mettez à partir du mois de mai, ça sera suffisant. Et il faut une assurance santé. D'accord. Donc l'assurance santé, pour vous, il n'y aura pas de choix, c'est la privée. Et pour vous, si on va vous inscrire, on vous inscrit, point barre. Pour vous inscrire, je vais vous donner combien ça coûte sur l'histoire. Il y a d'autres avantages. Est-ce qu'on soit marié dans les temps ici? Oui, pour la déclaration d'impôt. Parce que la déclaration d'impôt, ça te permettra de faire conjointement ou séparément. On choisirait à ce moment-là l'option la plus intéressante selon le cas. D'accord. Tandis que si vous n'êtes pas marié, on n'a pas d'option. D'accord, ok. Bon, normalement, au bout de 15 ans, elle devrait me dire oui. Tu crois, Fab? Je l'ai pas dit avant. Non, on y pensait, mais on ne sait jamais. En France, on n'en voyait pas vraiment l'intérêt. Bon. Après, voilà, ce qui est bête, c'est que ça facilite pour plein de choses. Oui. Voilà, c'est ça surtout. Enfin, nous, on l'avait dit quand on a acheté la maison, on n'était pas mariés ni même passés. Le notaire, il a fait des yeux comme ça. Il me dit, je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais si, il faut se marier. On a acheté après, c'est bien. C'est vrai, après, en cas d'essai de l'un des deux, voilà, ça court. les choses. On a toujours fait les choses ensemble, on a monté nos biens ensemble. Enfin, je veux dire, je travaille autant que lui. La boîte, elle est à lui, mais je participe aussi et j'ai aucun droit. Moi, je me retrouve sans rien. Quoi. Ouais, non, mais ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas juste. Quoi. Moi, il faut que vous soyez protégés, quoi. Les enfants, bon, les enfants, ils portent mon nom. Donc le problème n'est pas là. Mais moi, le but, c'est pas. On vient ici, c'est pour changer. Enfin, c'est pas pour qu'on reprenne un boulot en temps avec un patron au SMIC espagnol. Ça m'intéresse pas. C'était la condition pour partir. Ouais. Nous, on part avec l'argent de la vente de notre maison pour refaire du business ici avec l'achat d'appartements, peut-être rénover, revendre. Enfin, on ne sait pas encore. Mais on se laisse du temps pour monter notre truc avec de l'argent qu'on aura de côté. Mmh. Et là, on nous demande, faut bosser, faut. Classique, non, merci, hein. Non. Surtout, montez pas un bar. D'accord, ok. Parce que j'en ai marre des Français qui viennent, qui montent des bars, qui se cassent la gueule au bout de 3 jours. C'est pas notre truc. D'accord. Ok. Alors, ça, c'est la feuille pour si vous montez un autonome, un auto-entrepreneur. D'accord. C'est l'option la moins chère pour démarrer une activité. Si on monte une société, la différence, les frais de démarrage vont être basiquement les mêmes. La comptabilité, au lieu de 70, ça sera plus cher, c'est 150 € par mois. Et l'autonome, ça sera pareil, parce que maintenant, c'est en fonction, depuis cette année, c'est nouveau. L'autonome, c'est plus un prix fixe, c'est en fonction de la facturation. D'accord. La facturation ou du salaire, si on est associé de société. Donc, c'est un prix qui va aller entre 200 et quelques euros, 270, jusqu'à 500 € par mois, maximum à peu près, pour cette année. Évidemment, ça, c'est 500 si vous facturez le maximum. Enfin, et donc, si vous voulez, d'un côté, ça avantage les gens qui vont facturer le moins ou les faux autonomes paieront moins que ce qu'ils payent actuellement. Tout en sachant que pour démarrer, au début, il y a une aide de l'État qui fait qu'au lieu de payer, par exemple, l'autonome qui était avant à 280, on paye 70 € par mois. D'accord. Donc, cette aide va continuer à exister. D'accord. Elle continue à exister pour cette année, en tout cas. D'accord. Donc, pour un autonome, ce serait 70 € par mois plus la TVA. Tout ça, c'est plus TVA, tous les prix, comme je dis, d'accord, qui est 21% en Espagne, pour des services. Et donc, il y a des frais de démarrage, d'accord. Donc, frais de démarrage, c'est de vous inscrire aux impôts.
Le numéro intracom, il faudra le demander parce que vous allez facturer en Europe, certainement. Il faudra demander la signature électronique et il faudra en plus, après que je vous inscris à la Sécu. Donc ça sera jusque-là. Non, jusque-là. Jusqu'à cette fille. D'accord? C'est à peu près, ça doit être dans les 250-300 euros, un truc comme ça. Ça, c'est les frais d'inscription. Ça, c'est un truc qu'on paye. Ça serait une fois pour toujours. C'est pour commencer l'activité, c'est pour démarrer. Et après, c'est des trucs mensuels. D'accord? Après, par exemple, il y aura une option, c'est qu'on vous inscrive à vous et que vous preniez votre femme comme employée, entre guillemets. D'accord. Les autonomes ont le droit d'employer quelqu'un? Oui, ils ont le droit d'employer. Ah, je savais pas ça. D'accord. Donc, ça serait lui mettre un salaire, qu'en théorie, vous serez obligé de lui mettre et lui payer. Il faut le faire vraiment sur le compte bancaire, il faut laisser trace. Mais comme à la fin tout va rester dans le même panier, l'avantage c'est que ça nous permettra qu'elle ait les charges sociales. Par contre, elle va vous coûter 36% de ce qu'elle va gagner. Mais au moins, on pourrait la déclarer ne serait-ce que 4 heures par jour. Oui. Ben, ça va être 36% de 500 euros. Ben, moins, vous payez les charges sociales et puis elle cotise. Parce que l'important, c'est qu'elle cotise aussi pour sa retraite. Parce que demain, vous n'êtes plus là, qu'elle va se retrouver sans retraite. D'accord. Même si je comprends bien que vous êtes en train de préparer votre retraite avec des biens et tout ce que vous voulez. Mais on sait jamais de quoi mais il faut quand même avoir quelque chose. On ne sait jamais de quoi c'est demain. On a vu tellement de personnes faire des plans sur la comète et... D'accord, ça c'est intéressant. C'est une possibilité qui coûte de l'argent, il n'y a rien de gratuit. D'accord. Mais c'est une option. Ou simplement, on vous crée un nouvel autonome à vous. Ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que tous les mois, je vous fais payer pareil. C'est pas, indépendamment qu'il y ait une facture ou quoi, pourquoi? Parce que les gens ils disent ah mais j'ai qu'une facture, tu me fais payer pareil. Oui, quand on a une facture au 10 ou 15, je m'en fous. Parce que moi, vous payez comme une assurance en cas d'inspection. S'il y a une inspection, on est avec vous. Et on va vous défendre et voilà. Et on ne va pas vous faire payer de plus. D'accord. J'ai dit non, tu me fais faire que les déclarations. C'est pas notre façon de travailler, ni moi, ni aucun cabinet comptable, normalement. D'accord. Donc c'est un forfait, on va dire. Très bien. D'accord. Donc Gestalis, c'est un cabinet comptable. Oui, nous de base, on est un cabinet comptable. Ah, j'avais pas compris ça. Moi, je pensais que vous étiez les gestors là qu'on avait. On est Restoria. Nous, on est Restoria. D'accord. On a le titre de Restoria. C'est la fille de mon associé qui l'a, parce que c'est le titre personnel, c'est pas au nom d'une société, d'accord. Donc Paloma a le titre de Restoria. Donc nous, on est directement à Restoria. Et Gestali, on est cabinet comptable. On fait la comptabilité des sociétés. On fait l'autonome. Et en plus du fait que je suis française et espagnole, les deux, enfin, si vous voulez, moi j'ai développé le créneau vers tous les nouveaux arrivants. D'accord. Donc on fait tout ce qui est relocation, tous les gens qui débarquent pour les installer, tout ça. Donc en fait, je peux vous faire le costard en complet, quoi, du début jusqu'à la fin. On immatricule les voitures. Normalement, on s'occupe, par exemple, avec J'achète en Espagne, on s'occupe souvent, ils nous envoient leurs clients français, justement pour faire toute la partie vérification et tout ça, ou l'accompagnement. Parce que des fois, les clients ne veulent pas passer que par l'agence, ce qui est normal, parce que l'agence, elle est jugée partie. Il faut avoir quelqu'un de... c'est normal. Oui, bien sûr. D'accord. Parce que l'agence, elle est jugée partie, quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, nous, on s'occupe de l'accompagnement aussi dans l'achat du bien. D'accord. Et tous les mois, la comptabilité de notre entreprise, ou l'évolution qu'on veut faire. D'accord. Donc la différence avec une société, ça serait si vous montiez une SL, une SARL, ça serait les frais de constitution de la SARL qui sont autour de, avec la TVA 1452, 1200 plus, ça fait 1452 TTC, avec le frais de notaire et registre, c'est inclus dedans, dans le prix que je vous dis, et la comptabilité au lieu de 70 par mois, ça serait 150. D'accord, parce que c'est plus complexe, puis il y a les livres comptables et les comptes annuels à présenter de plus. Ça doit être autour de 400-500 euros de plus à l'année. D'accord. Mais bon, c'est les deux options qu'on aurait. D'accord. Ça dépend de l'évolution de ce que vous allez prendre comme chemin. D'accord. Et ça peut évoluer dans le temps. L'année prochaine, on peut revenir et dire on change le... Oui, par exemple, vous pouvez commencer comme autonome pour limiter la casse en côté frais. Et puis demain, vous dites, finalement, on a décidé qu'on va acheter des appartements au nom de la société, ou qu'on veut faire des réformes, ou qu'on veut faire je ne sais quoi. D'accord, ok. Ou je vais développer mon système. Après, une société, elle peut faire plusieurs choses aussi. Après, moi, je vous conseille toujours de ne pas mettre tout dans le même panier. D'accord. De ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Oui, d'avoir nous, on a toujours fait comme ça. On avait malgré nous, une société qui gérait les appartements. Donc, on avait un comptable qui gérait toutes les entrées, les sorties, les fiscs, etc., etc. Et moi, j'avais mon activité à côté avec c'est mieux de séparer. Qui gère les entrées, les sorties des lieux pour les gens. Après, tant qu'on n'a pas moins de 5 appartements, les entrées, les sorties, tout ça, les revenus locatifs, on les déclare dans l'impôt sur le revenu normal. C'est pas tant que vous êtes résident. Si vous êtes non-résident, c'est autrement. D'accord. Le problème, par exemple, cet appartement, il n'est pas à vous. Donc, ça serait, les revenus seraient à... Mais bon, comme ça, vous allez vivre, ça ne me préoccupe pas. Ça serait pour les parents.
D'accord, ok. D'accord. D'accord, ok. Mais bon, ça va être votre bien, vous, donc on s'en moque. Oui. D'accord.